Je revenais d'Afghanistan quand ma femme, l'air bouleversée, m'a jeté un regard qu'elle aurait réservé à un parfait inconnu. Qui êtes-vous? Je suis resté sur le pas de la porte, mon sac en bandoulière, les yeux rivés sur celle avec qui je partageais ma vie depuis 8 ans. Claire, enfin, c'est moi, David. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est reculée dans l'entrée, s'agrippant tellement fort à la porte qu'on aurait dit qu'elle voulait la traverser, les phalanges blanches. David est mort. On a rapatrié son corps il y a 3 mois. J'ai enterré mon mari. Sa voix tremblait. Mais il y avait autre chose dans son regard. Du frisson pur. Pas un soupçon de soulagement ou de joie à me voir vivant en face d'elle. Non, seulement une profonde angoisse. Tu dis n'importe quoi, Claire. Je t'ai envoyé des mails, j'ai appelé dès que j'ai pu. Il y a 2 semaines à peine, on parlait encore de la pièce de théâtre de Jake. À ce moment-là, notre fils est apparu derrière elle, se faufilant entre ses jambes, les yeux qui s'allumaient. « Papa !» Il a voulu se jeter dans mes bras, mais Claire l'a rattrapé net par l'épaule. « Jake, va dans ta chambre, tout de suite !» Son ton était sec, tranchant. Je ne l'avais jamais entendu parler ainsi. « Mais maman, c'est papa! Il est rentré !» Les larmes lui montaient. Il gigotait pour lui échapper. « Pourquoi j'ai pas le droit d'aller voir papa ?» Le visage de Claire avait perdu toutes ses couleurs. Elle semblait littéralement tétanisée. « Ce n'est pas ton père. Ton père est mort. Je l'ai vu dans son cercueil, j'ai parlé à son chef. Ce type se moque de nous d'une façon très malsaine. » Elle tremblait, et je remarquais que sa main libre fouillait dans son dos. Elle cherchait du secours. Mon réflexe militaire m'a fait remarquer la forme d'un téléphone dépassant de sa poche. Elle appelait à l'aide. « Claire, je ne sais pas ce qu'on a pu te raconter, mais je suis bien vivant. Regarde-moi, je suis là. Laisse-moi entrer, on va comprendre ensemble. » Je me forçais à parler doucement, même si j'étais complètement déboussolé. Comment pouvait-elle croire à ma mort? Qui lui avait mis ces idées en tête? Qui donc avait-elle enterré à ma place? Pas un pas de plus. S'est-elle écriée, sa voix de plus en plus affolée. Je vais appeler la police. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous cherchez, mais sortez d'ici. Jake sanglotait, la gorge nouée. Maman, s'il te plaît. C'est papa, j'en suis sûr. Et soudain, un homme est apparu dans l'encadrement de la porte. Grand, la quarantaine, une carrure d'habitué de la salle, jean et polo comme s'il avait toujours vécu ici. Il posa calmement sa main sur l'épaule de Claire. « Chérie, qu'est-ce qu'il se passe ?» Il posa enfin les yeux sur moi et, tout de suite, sa voix se fit dure. « Oh, c'est qui ce type ?» J'ai senti mon estomac se resserrer d'un coup. « C'est qui ce type ?» Il s'est placé devant Claire et Jake faisant barrage. « Je suis Ryan, le mari de Claire. Alors je vous pose la question une dernière fois. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez ?» Le mot « mari » résonna comme un coup dans ma poitrine. Son mari. Je suis son mari, David Morrison. J'étais en mission en Afghanistan depuis 10 mois. Expliquez-moi ce qui se passe ici. Le visage de Ryan s'est fermé. David Morrison est mort au front il y a 3 mois. Il y a eu une cérémonie, Claire a reçu ses affaires. Donc je ne sais pas qui vous êtes, mais partez ou je vous mets dehors. Il n'avait pas l'air de plaisanter, prêt à tout pour protéger les siens. J'ai pris soin de garder mes mains bien visibles. Écoutez, on est au milieu d'un énorme malentendu. On se calme. On réfléchit, s'il vous plaît. Claire, regarde-moi, pose-moi une question que seul David peut connaître. Claire pleurait à chaudes larmes, secouée de sanglots. Le vrai David a une cicatrice sur l'épaule droite, après sa chute à vélo à 12 ans. Il m'a demandé en mariage à Riverside Park, un mardi de juin. Sa mère s'appelait Patricia. Elle est morte d'un cancer quand il avait 19 ans. Elle répétait ces détails, autant pour elle que pour moi. J'ai cette cicatrice. Je t'ai demandé en mariage le 15 juin au coucher du soleil. Ma mère est décédée le 3 mars 2011. Je commençais à remonter ma manche pour lui montrer, mais Ryan s'est avancé d'un bond. Ces infos, n'importe qui peut les trouver. Facebook, archives, voisins. Ça prouve rien sinon que vous avez bien préparé votre numéro pour terrifier une veuve et son fils. Je sortis très lentement mon portefeuille et tendis ma carte militaire. Regardez la photo, vérifiez tout, téléphonez à mon unité, aux anciens combattants, à qui vous voulez. Je vous dis la vérité, je suis David Morrison et je suis vivant. Ryan inspecta la carte puis l'immortalisa avec son portable. J'envoie ça aux flics. S'il y a la moindre entourloupe, ça se verra tout de suite. Pendant qu'il passait l'appel, Claire me fixait d'un air que je n'arrivais pas à déchiffrer. Mélange de sidération, de terreur, peut-être une étincelle de doute. David avait une tache de naissance sur la hanche gauche en croissant de lune, chuchota-t-elle. Montre-la, si c'est vraiment toi. Je relevai le t-shirt, révélant cette tache qui m'avait complexé étant ado, jusqu'à ce que Claire la dépose un baiser un soir, en me murmurant qu'elle la trouvait belle. Elle mit la main devant la bouche, choquée. « Mon Dieu, mais c'est vraiment toi ?» Elle avança d'un pas, puis s'arrêta, lançant un regard inquiet à Ryan. « On m'a dit que tu étais mort. Le capitaine Harrison m'a appelé. Il m'a raconté l'attaque, m'a assuré que tu étais tombé. On m'a rendu tes plaques, ton alliance, tes affaires du vestiaire. Mon esprit s'emballait. Capitaine Harrison, jamais entendu parler. Notre chef, c'est le Major Sullivan depuis 2 ans. » Ryan, toujours au téléphone, lançait d'un ton sec. Il prétend s'appeler David Morrison. Il a une carte qui paraît authentique. Non, le vrai est décédé. Je l'ai vu à son enterrement. 10 minutes plus tard, la police débarquait.
2 agents pas franchement convaincus, m'interrogeant poliment mais d'un œil méfiant. J'ai raconté tout ce que je savais, tâchant de garder mon calme, pendant que Claire restait prostrée en larmes sur le seuil, et que Jake, du haut de l'escalier, scrutait la scène avec de grands yeux tristes. Ryan veillait au grain, sur le qui-vive. Un des policiers est allé vérifier mes papiers, pendant que l'autre me passait au crible sur mes états de service. Tout cela a semblé durer très longtemps, jusqu'à ce que finalement l'agent revienne, l'air ahuri. Son identité est en règle. David Morrison, toujours en mission en Afghanistan. D'après les dossiers, il est vivant, et sa mission ne se termine que dans 2 semaines. Il m'a lancé un regard insistant. « Monsieur, vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ici alors que vous êtes supposé être à l'étranger ?» J'ai sorti mes documents de libération. J'ai été libéré plus tôt que prévu. On a avancé notre retour de 2 semaines. J'ai les papiers ici. L'agent les a passés en revue, pendant que son collègue continuait des appels. « Ça nous dépasse », a-t-il fini par dire. « On va devoir prévenir la police militaire, voire les fédéraux. Soit c'est une erreur administrative énorme, soit il y a quelque chose de bien plus grave derrière tout ça. On nous a demandé à tous de suivre jusqu'au commissariat. Moi, Claire et Ryan. Jake est resté chez un voisin, complètement perdu, en pleurs. Là-bas, ils nous ont séparés dans différentes pièces. J'ai été interrogé pendant 3 heures par 2 enquêteurs militaires qui avaient fait le déplacement en urgence. Ils ont passé mon histoire au peigne fin, contrôlé mes empreintes digitales, appelé mon unité en Afghanistan et jusqu'à mon ancien chef de mission. Au bout d'un moment, une femme en uniforme militaire est entrée et s'est installée en face de moi. Sergent Morrison, je suis le lieutenant-colonel Webb du CID, l'organisme responsable des enquêtes criminelles. Nous avons un gros problème. Elle a ouvert un dossier devant moi. Il y a 3 mois, nous avons reçu un signalement de votre état-major, ou du moins cela en avait l'air, annonçant que vous aviez été tué au combat. Un certificat de décès a été établi, votre famille prévenue, et un corps rapatrié puis enterré aux États-Unis avec tous les honneurs militaires. Elle s'est interrompue. Le souci, c'est que vous êtes devant moi bien vivant, ce qui veut dire que quelqu'un s'est donné un mal fou pour faire croire à votre mort. J'ai senti ma gorge se serrer. Mais qui ferait ça? Et dans quel but? Webb s'est penché en avant. C'est ce qu'on doit découvrir. Le message est bien passé par les voies officielles, mais en creusant aujourd'hui, on a repéré des incohérences. L'officier censé avoir signé l'avis de décès n'existe pas. Les infos sur votre unité étaient bonnes, mais il y a de subtiles contrefaçons dans les signatures et les documents. Quelqu'un a eu accès aux systèmes internes et connaît les procédures sur le bout des doigts pour fabriquer de toutes pièces votre faux dossier de décès. Et le corps, alors? Qui ma femme a-t-elle enterré? Le visage de Webb s'est fermé. On tente d'obtenir une autorisation pour exhumer le corps, mais au vu du timing et des éléments qu'on a, on pense qu'il s'agit d'un civil afghan décédé qui a été faussement identifié, accidentellement ou non. Elle a sorti d'autres documents. Sergent, essayez de réfléchir. Qui pourrait avoir intérêt à vous faire passer pour mort? Qui aurait accès à vos données personnelles? Qui connaît assez votre passé et vos missions pour monter une opération pareille? J'ai essayé de retrouver mes esprits, en revoyant tous les scénarios possibles. Ma femme pouvait toucher l'assurance décès, la pension. J'avais ouvert une assurance vie SGLI de 400 000 $. Mais Claire, non, c'était impensable. Elle n'aurait jamais pu aller jusque-là. Webb m'observait sans rien dire. Votre épouse s'est remariée très rapidement, à peine 6 semaines après l'annonce de votre décès, avec Ryan Kendrick, un conseiller financier spécialiste des familles de militaires. L'allusion flottait dans l'air. Vous croyez que Claire et Ryan ont tout manigancé ensemble? Qu'ils ont organisé ma fausse mort pour l'argent de l'assurance? J'avais la nausée. Mais Claire avait vraiment semblé traumatisée en me revoyant. La peur dans ses yeux ne ressemblait pas à une mise en scène. Webb a sorti de nouveaux documents. Ou alors, elle était sous le choc parce qu'elle croyait que la personne engagée pour cette tâche vous avait réellement tué. Et qu'en vous découvrant vivant, elle a compris que leur plan avait échoué. Elle m'a mis sous les yeux une liasse de relevés bancaires, des emails, des textos entre Claire et Ryan, qui remontaient à plus d'1 an pendant toute ma mission. Ils parlaient d'assurance vie, des démarches à faire pour les indemnités, cherchèrent quelqu'un capable de gérer la paperasse. J'avais les mains qui tremblaient. À ce moment-là, j'étais à Kandahar, entre la sécurité des convois et les opérations sur la base. Rien qui sorte de l'ordinaire. Comment un faux décès aurait-il pu passer avec mon unité sur place? Webb a détaillé les éléments reconstitués. Quelqu'un ayant accès aux bases de données militaires a transmis de faux rapports de décès. On cherche encore qui, mais il s'agit sûrement d'un complice interne, soit dans l'administration, soit quelqu'un ayant piraté les systèmes. Quant au corps, ce serait celui d'une victime afghane touchée lors d'un vrai attentat à l'IED. Vos affaires personnelles ont disparu de votre casier, dérobées par quelqu'un avec un accès sur la base, probablement soudoyé. Tout a été minutieusement orchestré pour paraître crédible. Elle m'a montré des photos de Ryan. Ryan Kendrick a un frère,
Michael Kendrick, sous-traitant sur plusieurs bases en Afghanistan, qui fréquentait les secteurs réservés du personnel. On pense que c'est lui qui a volé vos effets et orchestré l'échange d'identité avec le corps. On m'a gardé au commissariat pendant que Claire et Ryan étaient interpellés. Je les ai vus arriver séparément à travers la vitre, Claire en pleurs, protestant. Ryan, lui, froid et impassible. Jake a été confié provisoirement aux services sociaux, le temps que la question de la garde soit tranchée. J'aurais voulu le voir, lui parler, essayer de lui expliquer, mais on m'a recommandé d'attendre que tout se décante. Dans les jours qui ont suivi, l'enquête a clarifié tous les détails. Claire et Ryan avaient une liaison depuis plus d'1 an, commencée quand ils l'avaient aidé à remplir les papiers d'assurance lors de mon précédent départ. Leur plan, me déclarer mort, permettre à Claire de toucher l'assurance et vivre ensemble sans passer par le divorce. Michael, le frère de Ryan, était la pièce centrale. Employé logistique sur la base de Bagram, il avait accès au casier des soldats. Il lui avait versé $50 000 pour qu'il vole mes affaires et aide à mettre en place le dossier de mon décès. Le corps enterré était bien celui d'un civil afghan, mort dans un attentat à la bombe au passage d'un convoi. Michael avait falsifié les dossiers dentaires et les tests ADN pour que le corps soit identifié comme étant le mien. L'avis de décès avait été validé parce qu'une personne de l'administration, toujours recherchée à ce jour, avait touché $30 000 pour fermer les yeux et approuver le dossier sans même vérifier. En moins de 6 semaines, l'assurance vie avait versé $400 000 à Claire. Avec Ryan, ils en avaient déjà dilapidé 75 000. Apport pour une nouvelle maison, voiture flambant neuve pour lui, remboursement des dettes. Le solde dormait sur leur compte, qu'ils comptaient vider petit à petit afin d'éviter d'éveiller les soupçons. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'était mon retour 2 semaines avant la date prévue, à cause d'une permutation de dernière minute. S'ils avaient eu ce temps supplémentaire, ils auraient pu déplacer les fonds et s'installer tranquillement. Leur plan, à mon retour, était qu'il soit trop tard pour faire machine arrière, qu'il reste au mieux quelques soupçons impossibles à remonter jusqu'à eux. Mon arrivée les a pris complètement au dépourvu. Le lieutenant-colonel Webb m'a confié que Claire avait catégoriquement nié ma présence, sachant qu'admettre la réalité, c'était reconnaître la chute de leur plan et devoir en répondre. La stupeur sur son visage n'avait rien d'une joie de te revoir vivant, m'a lancé Webb. C'était la peur glacée de voir que tu n'étais pas mort. Les chefs d'inculpation étaient accablants. Association de malfaiteurs pour escroquerie, usurpation d'identité, fausse déclaration auprès des autorités fédérales, vol de biens publics. Michael Kendrick a été arrêté à Bagram, jugé pour sa complicité. Le fonctionnaire qui avait validé les faux documents était un sergent criblé de dettes de jeu, qui, pour $30 000, avait choisi d'ignorer tous les signaux d'alerte. J'ai tout de suite demandé la garde d'urgence de Jake. Vu la situation, elle m'a été accordée sans délai. Quand j'ai pu le revoir à la protection de l'enfance, il s'est jeté dans mes bras, sanglotant sans vouloir me lâcher. Je savais que c'était toi. J'en ai parlé à maman, mais elle ne m'a pas cru. Pourquoi elle m'a pas cru? Comment expliquer à un enfant de 7 ans que sa mère a tenté de faire croire à la mort de son père pour toucher de l'argent? Le psychologue choisi pour accompagner Jake recommandait de s'appuyer sur l'essentiel. J'étais là, vivant, et nous serions à nouveau ensemble, laissant les détails pour plus tard, quand il serait en âge de comprendre. Jake ne cessait d'interroger sur Claire, où elle était, quand il pourrait la voir, pourquoi elle ne pouvait pas rentrer à la maison. Les visites au parloir étaient une épreuve. Claire pleurait, s'excusait, tentait de faire comprendre à Jake qu'elle avait commis des fautes très graves, mais qu'elle l'aimait malgré tout. Lui, déboussolé et en colère, voulait savoir pourquoi elle lui avait fait croire à ma mort. Sur ce point, elle était incapable de lui offrir une explication recevable. L'exhumation du cercueil a confirmé les soupçons des enquêteurs. Il s'agissait d'un civil afghan, à peu près de ma taille et de mon âge, tué lors d'une explosion. Sa famille, retrouvée en Afghanistan, a découvert la vérité dans la douleur. On leur avait raconté que leur fils avait eu une sépulture honorable, pas que son corps avait servi à une fraude à l'assurance. Le procès a duré 8 mois. L'avocat de Claire a tenté de plaider la naïveté, arguant qu'elle aurait été manipulée par Ryan, perdue émotionnellement pendant mon déploiement et donc incapable de mesurer la portée de ses actes. Mais les échanges d'emails et de messages ont rapidement détruit cette défense. Claire avait participé activement à toute l'organisation. Ryan a écopé de 15 ans de prison fédérale, son frère Michael 12 ans, le fameux sergent 8 ans. Claire a pris 10 ans, dont 7 incompressibles si elle montrait une conduite exemplaire et remboursait ses dettes. L'assurance vie s'est retournée contre elle pour récupérer le montant versé, intérêts et frais compris. La maison a été saisie, la voiture confisquée, les comptes gelés puis vidés. Malgré cela, il restait à Claire plus de $200 000 de dettes, un fardeau qu'elle n'effacerait jamais. De mon côté, j'ai tenté de remonter la pente.
L'armée m'a accordé un congé exceptionnel pour gérer les démarches et aider Jake à se reconstruire. On allait 2 fois par semaine chez le psy. Jake pour affronter le choc et le deuil, moi pour comprendre comment vivre avec la trahison et la colère. Ce n'était pas une avancée linéaire. Cauchemar de cercueil et d'enterrement pour Jake. Pour moi, l'angoisse de retrouver une maison où m'attendait une femme déterminée à me faire disparaître. À mon retour, j'ai pu compter sur le soutien de mon unité, même si l'histoire avait circulé partout dans la communauté militaire. Impossible d'échapper au chuchotement. Le type dont la femme avait simulé la mort, le soldat enterré vivant, l'homme revenu chez lui pour trouver un autre dans son lit. Ma hiérarchie m'a offert une mutation que j'ai tout de suite acceptée, à la fois pour nous éloigner du tumulte et pour changer d'air à Jake. Nous avons déménagé au Colorado, où j'ai pris un poste de formateur pour jeunes recrues, une garantie de rester aux États-Unis et d'être auprès de mon fils. Refaire ma vie sentimentale était devenu impensable. Comment raconter une histoire pareille à une inconnue ? Mon ex-femme est en prison pour avoir simulé ma mort et touché l'assurance vie. Franchement, ce n'est pas une accroche pour un premier rendez-vous. J'ai bien essayé 1 ou 2 fois, mais j'ai toujours tout fait capoter avant que ça ne devienne sérieux. Incapable de refaire confiance. Petit à petit, Jake a parlé de moins en moins de Claire. Les appels téléphoniques surveillés depuis la prison lui étaient insupportables. Elle pleurait, se confondait en excuses, mais n'arrivait jamais à expliquer son geste avec des mots compréhensibles pour lui. Au bout d'un moment, Jake m'a demandé de ne plus appeler, trop bouleversé à chaque fois. Je n'ai pas insisté. Claire avait fait ses choix, à elle d'en assumer les conséquences. 2 ans après, j'ai reçu une lettre de Claire depuis sa cellule. Elle disait suivre une thérapie, participer à des groupes de parole, voulait demander pardon, expliquer, tenter de reconstruire. Elle écrivait que sa relation avec Ryan avait commencé sans arrière-pensée, mais avait vite dérapé, qu'il s'était reconvaincu que personne ne souffrirait, que je n'apprendrais jamais rien et que cela offrirait à Jake un avenir sans souci. Elle racontait que me voir debout sur ce perron l'avait bouleversée au plus profond, après avoir passé 3 mois à me pleurer en se sentant rongée par la culpabilité à cause de l'assurance. Elle s'était persuadée à force que ce mensonge, finalement, était devenu la vérité. J'ai lu sa lettre une fois, puis je l'ai glissée dans un tiroir. Peut-être qu'un jour je parviendrai à pardonner, mais ce n'est pas pour tout de suite. Pas tant qu'il m'arrive encore de me réveiller en pleine nuit, à me demander si je suis vraiment à l'abri, si quelqu'un n'est pas en train de manigancer contre moi. Ni tant que Jake me demande parfois si je suis bien là, ou si tout cela n'est qu'un rêve. L'histoire avec l'assurance a mis 3 ans à se régler. Ils ont récupéré la plus grande partie des fonds versés, mais il m'est resté 50 000 $, obtenus pour le préjudice moral et l'usurpation d'identité. Je les ai placés de côté pour les études de Jake. Quand il m'a demandé à quoi servait cet argent, je lui ai répondu que c'était pour lui offrir plus de chance, que parfois, même dans les pires épreuves, on pouvait tirer du bon. Le lieutenant-colonel Webb a continué à prendre de mes nouvelles, me tenant informé au fil des découvertes sur cette affaire de fraude. Mon dossier avait ouvert une enquête sur d'autres décès suspects parmi les militaires, et ils ont mis à jour 2 autres cas similaires, des morts simulées pour empocher l'assurance. Les procédures de déclaration de décès ont alors été entièrement revues, avec des étapes de contrôle supplémentaires et des audits extérieurs pour éviter qu'une telle arnaque puisse se reproduire. Une maigre consolation, certes, mais au moins ça aura servi à quelque chose. Aux alentours de 9 ans, Jake s'est mis à m'appeler Pops au lieu de Papa, pour faire plus grand. Il suivait bien à l'école, avait des copains, jouait au foot. Dans notre nouveau quartier, peu de gens connaissaient notre histoire, ce qui l'aidait à se sentir comme les autres. Quand on lui demandait où était sa mère, il répondait qu'elle habitait loin, qu'il ne la voyait pas souvent. Ce n'était pas tout à fait faux. Vers ses 12 ans, j'ai commencé à me dire qu'on avait trouvé notre équilibre. On avait nos habitudes à nous, nos blagues, notre petite routine familiale, malgré le fait qu'on n'était que 2. Il savait que sa mère avait fait une grosse bêtise et qu'elle en payait le prix, mais on n'en parlait pas beaucoup. On préférait aller de l'avant. Claire écrivait de temps à autre, surtout pour son anniversaire ou à Noël. Je donnais toujours ses lettres à Jake, c'était lui qui choisissait de les lire ou non. Parfois il les ouvrait, parfois il les laissait de côté. Je ne l'ai jamais forcé ni dans un sens ni dans l'autre. Dans ses lettres, Claire lui disait qu'il lui manquait, qu'elle faisait des efforts pour s'améliorer, qu'elle espérait peut-être, un jour, pouvoir revenir dans sa vie. À 15 ans, Jake a appris que Claire sortait en liberté conditionnelle après 7 ans derrière les barreaux. Elle s'était montrée irréprochable en prison, avait suivi tous les programmes possibles et la commission avait été convaincue qu'elle était sur la bonne voie. Elle s'est installée dans une maison de réinsertion à 3 étages de chez nous et a commencé à travailler dans un pressing. Elle a appelé pour demander à voir Jake. Il était assez grand pour décider, alors je l'ai laissé réfléchir. Il lui a fallu 2 jours avant de donner son accord, à condition que je sois là aussi. On a fait 6 heures de route jusqu'au centre de visite surveillée. Elle paraissait vieillie, amaigrie, avec des cheveux gris qu'elle n'avait pas avant.
Elle s'est effondrée en larmes en voyant Jake, qui la dépassait largement et avait les épaules d'un jeune homme, bien loin du petit garçon qu'elle avait laissé. Ils ont discuté environ 1 heure, pendant que moi je restais en retrait, à les observer. Elle s'est intéressée à l'école, à ses passions, à sa vie. Jake a répondu poliment, tout en gardant ses distances, comme on le ferait avec une étrangère. Au fond, elle en était presque une pour lui. Sur le chemin du retour, Jake est resté muet. Puis il a fini par dire « Je n'ai pas trop envie de la revoir pour l'instant. Peut-être plus tard, quand je saurai quoi lui dire, mais pas maintenant. » Je lui ai dit que c'était normal, qu'il avait tout son temps et qu'il n'y avait rien qui pressait pour définir leur relation. Il a hoché la tête, monté le son de la musique, et on est rentré comme ça, dans un silence apaisant. J'ai pris ma retraite de l'armée après 22 ans, prêt à tourner la page. J'ai trouvé un poste de formateur en sécurité, un boulot de consultant. Meilleur salaire, plus de stabilité, fini les départs à l'improviste. Jake avait 17 ans, il commençait à se pencher sur les universités. On a visité plusieurs campus, on a parlé d'avenir, on élaborait des projets comme font les familles normales. Parfois, des gens me demandaient si j'avais jamais compris ce qui avait vraiment poussé Claire à agir ainsi, au-delà de l'argent ou de l'infidélité. Les psychologues qu'il avait rencontrés parlaient de blessures d'abandon remontant à l'enfance, réveillées par mes longues absences, de peur, de rancœur. Elle aurait fini par rationaliser sa trahison comme une façon de reprendre la main dans une situation où elle se sentait impuissante. Peut-être bien. Peut-être que tout ça était plus compliqué qu'une simple question d'appât du gain. Au fond, je ne le saurais jamais. Et avec le recul, j'ai appris à accepter que certaines questions restent sans réponse. Ce qui compte, c'est que Jake et moi, on a traversé la tempête, qu'on a réussi à reconstruire quelque chose de beau sur les ruines, et que lorsqu'on lui pose des questions sur son père, il peut répondre sans hésiter que je suis un ancien militaire reconverti dans la sécurité, pas juste l'homme que sa mère avait tenté de faire passer pour mort. Jake a décroché son bac parmi les tout meilleurs. Il a été admis dans plusieurs très bonnes universités. Le jour de la remise des diplômes, il a fait un discours sur la résilience, sur la force de surmonter l'adversité, sans entrer dans les détails. Mais quand il a remercié son père de lui avoir montré ce qu'est le vrai courage, j'ai vu certains profs, ceux qui connaissaient notre histoire, hocher la tête, les larmes aux yeux. Ce soir-là, on a célébré la réussite dans son resto préféré, rien que tous les deux, comme toujours. Jake partait à la fac 3 mois plus tard, et je me faisais déjà à l'idée de la maison vide, mais j'étais fier de l'homme qu'il devenait. Honnête, travailleur, réfléchi sans être blasé. Il avait transformé sa douleur en maturité. La dernière fois que j'ai eu Claire au téléphone, ça remontait à 2 ans après sa sortie de prison. Elle m'avait demandé si j'acceptais de signer des papiers pour qu'elle puisse partir vivre dans un autre état pour un nouveau travail. Sa liberté conditionnelle exigeait mon accord, puisque Jake était encore mineur et qu'il y avait la question de la garde. J'ai voulu savoir ce qu'en pensait Jake. Il avait 19 ans, il était en 2e année de fac, et il m'a simplement dit que ça lui était égal où elle vivait. C'est ma mère biologique, mais toi, tu restes mon parent, il m'a confié. Du moment que ça te facilite la vie, ça me va très bien. J'ai donc signé les papiers, je les ai envoyés sans même passer un coup de fil. Claire est partie s'installer en Oregon, et nos chemins se sont séparés pour de bon. Jake n'a plus jamais parlé d'elle, et je n'ai pas cherché à lui en reparler. Elle est devenue comme une note de bas de page dans notre histoire, plus une présence réelle dans nos vies. Avec le recul, 10 ans plus tard, je constate à quel point tout ça m'a transformé. Je suis devenu plus méfiant, conscient que chacun peut cacher des intentions troubles sous un visage familier. Je remercie le ciel pour les petits miracles qui ont jalonné mon parcours, d'être rentré au bon moment, que Jake ait été assez jeune pour s'adapter mais assez lucide pour se souvenir de ce qui s'est passé, que l'armée ait mené son enquête jusqu'à découvrir leurs autres fraudes. Parfois, je m'imagine ce qui aurait pu arriver si j'étais resté en Afghanistan 2 semaines de plus. Aurait-on été jusqu'à me tuer pour faire disparaître un témoin encombrant? Claire et Ryan seraient-ils parvenus à leur fin? Je ne le saurais jamais. Et j'ai fini par accepter de vivre avec cette part d'incertitude. Aujourd'hui, ce n'est plus la trahison qui me fait le plus mal. Le temps et la thérapie ont atténué cette blessure. Ce qui me serre encore le cœur, c'est de penser que, pendant 3 mois, mon fils a porté le deuil, qu'il a sangloté à l'enterrement d'un père toujours vivant, qu'il a traversé une douleur qui n'aurait jamais dû exister. Je ne pourrai jamais lui rendre ces mois-là, ni effacer les cauchemars, ni la confusion, ni les heures de psychothérapie. Tout ce que je peux faire, c'est être là, au quotidien, et lui montrer par mes actes que je suis bien vivant et que je ne l'abandonnerai pas. Jake a aujourd'hui 25 ans. Il est ingénieur. Il fréquente une femme adorable qu'il a rencontrée par des amis. Il m'appelle tous les dimanches. On échange des messages toute la semaine. On se retrouve à chaque fête, chaque anniversaire. On a réussi à se reconstruire une relation qui n'est plus seulement celle d'un père avec son fils, mais celle de 2 personnes qui ont traversé une épreuve et qui tiennent encore l'une à l'autre, envers et contre tout. C'est déjà beaucoup plus que ce que bien des familles peuvent espérer.
Parfois, des proches me demandent si je garde de la rancœur, si je hais Claire pour ce qu'elle a fait. En vérité, je pense tellement peu à elle que je n'ai même plus la force de la détester. Elle a pris de très mauvaises décisions. Elle a gâché sa vie et elle a failli détruire la mienne. Elle a tout perdu. Son fils, sa liberté, sa réputation, plusieurs années derrière les barreaux. Pas besoin de rajouter mon ressentiment, la sanction me semble bien suffisante. Ce qu'elle m'a appris, bien malgré elle d'ailleurs, c'est qu'on est tous capables de choses terribles, si les circonstances et les motifs s'alignent au mauvais moment. L'amour peut se transformer en quelque chose de malsain et d'étrange. Celle qui partage votre lit peut être celle qui prépare votre disparition. Mais au milieu de ce chaos, j'ai découvert une force insoupçonnée, l'amour inconditionnel d'un père pour son fils, et la solidarité incroyable de la communauté militaire qui nous a entourés au pire moment. Si je pouvais revenir en arrière pour éviter tout cela, croyez bien que je le ferais. Mais ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, je me concentre sur ce que j'ai réussi à reconstruire dans les décombres. Une relation solide avec mon fils, une seconde carrière qui m'épanouit, une vie qui n'a peut-être plus l'envergure ou l'insouciance d'autrefois, mais qui est honnête, authentique, et me suffit amplement. L'an dernier, pour la date anniversaire du jour où je suis rentré et où tout a basculé, Jake m'a appelé à l'improviste. Je voulais juste te remercier, il m'a dit, pour la façon dont tu as géré les choses, de ne pas m'avoir forcé à choisir, de ne pas m'avoir fait porter tes regrets, de m'avoir laissé prendre le temps de tout digérer. Je sais que ça a été difficile pour toi. Je lui ai répondu qu'il n'aurait jamais à me remercier d'être son père, que c'est le rôle des parents, être là, protéger, faire de leur mieux, même si parfois ce n'est pas parfait. On a discuté plus d'1 heure de travail, de la vie, on a calé une date pour aller dîner ensemble le mois suivant. Après avoir accroché, je me suis assis sur le perron et j'ai repensé à ce jour, il y a 10 ans, où je tenais mon sac de voyage devant la porte de la maison, face à une épouse qui prétendait ne pas me connaître. À quel point tout s'était effondré, puis avait lentement repris forme. Différemment, mais pleinement. Les cicatrices, bien sûr, sont toujours là. La méfiance, ce réflexe de se méfier quand tout va trop bien, quelques cauchemars parfois. Pourtant, elles sont la preuve qu'on finit par guérir, que les blessures se referment même si elles laissent leurs traces. Je suis rentré, j'ai ressorti un vieil album photo que j'ouvre rarement. Des images de Claire et moi le jour du mariage, insouciant, persuadé d'avoir trouvé la clé du bonheur éternel. Des photos de Jake tout petit, puis enfant, certain que le monde était sûr et que rien ne pouvait l'atteindre. J'ai longuement regardé ces visages qui ignoraient tout de ce qui les attendait, et ce que j'ai ressenti n'était ni du pardon, ni tout à fait de la haine, sans doute une forme de compassion pour ce qui aurait pu être et n'a jamais vu le jour. Puis j'ai refermé l'album, je l'ai remis à sa place sur l'étagère, conscient que le passé avait sa place, mais ne me définissait plus. J'avais survécu à l'impensable, été déclaré mort alors que je respirais encore, rentré pour découvrir qu'on m'avait volé ma vie. Si j'ai pu traverser tout ça, alors je peux affronter le reste, porté par la relation que j'ai maintenue avec Jake, qui s'en est sorti lui aussi et dont je suis fier d'être le père. Ça me suffit, même largement. Tout le reste ne sont que les détails d'une histoire que j'ai traversée, dont j'ai tiré mes leçons, et que, pour l'essentiel, j'ai laissé derrière moi. Demain, je me lèverai, j'irai bosser, j'appellerai Jake, et je continuerai ma vie comme tant d'autres qu'on a pu trahir, mais qui ont trouvé la force d'aller de l'avant. Parce que, franchement, c'est ce qu'on fait tous. On serre les dents, on s'adapte, et on essaye de recomposer avec ce qui nous reste. Et puis un jour, si quelqu'un me demande quelle a été la plus grande épreuve de ma vie, peut-être que je lui parlerai de mon retour au pays après la guerre et de la découverte amère. Mon épouse avait voulu m'effacer de sa vie. Ou alors, je me contenterai de sourire et de glisser. Chacun a ses propres combats. L'important, ce n'est pas ce qui nous tombe dessus, mais ce qu'on en fait. Au final, j'ai tenu bon. On a tenu bon tous les deux, et c'est bien ça qui compte. On reçoit parfois les pires coups de ceux qu'on croyait proches, mais affronter ces tempêtes-là, c'est la preuve qu'on est solide. Si vous avez envie d'en lire d'autres, abonnez-vous. Et d'ici là, prenez soin de vous.